l'époque du bronze récent plutôt, et parler de l'âge du fer. Bon, on a un dernier point à voir sur ce qui est l'époque du bronze récent. C'était le problème de Haï. On avait vu la dernière fois le problème de Jéricho, et maintenant il nous reste un problème à peu près semblable qui est le problème de Haï. Selon le livre de Josué, Haï est la deuxième ville qui a été conquise par les Israélites après Jéricho, justement. Bon, on sait que cette conquête n'a pas été facile, bien qu'au départ, justement, les Israélites avaient pensé que, justement, il n'y avait pas trop de problèmes, parce que Haï, nous est-il dit, était une petite ville. Il est très intéressant de noter que le texte biblique situe Haï à proximité de Bethel. Bon, Bethel, on sait où elle est située sur le plan archéologique. C'est le tel que les Arabes ont appelé Bétoun, donc automatiquement c'est une déformation de l'hébreu Bethel. Et donc à l'orient de Bethel, comme le dit le texte biblique, à quelques distances de là, on trouve un autre tel que les Arabes appellent Et-tel. Et-tel, ça veut dire en arabe la ruine. Et Haï en hébreu, ça signifie aussi la ruine. Donc, on est à peu près certain que ce fameux site d'Ethel est le site de la Haï biblique. Des fouilles importantes ont été effectuées dans les années 30 par une archéologue française, malheureusement trop rapidement disparue, Madame Marquette Cross, qui était juive, et qui a fouillé ce site dans les années 30, 34, etc., et qui a découvert effectivement des traces d'une époque très reculée. Haï a été une très grande ville, en particulier à l'époque du Bronze Ancien. Et il y a un problème qui ressemble à celui de Jéricho, justement, c'est qu'à l'époque du Bronze Récent, eh bien, on ne trouve pas de traces d'occupation du site. Ce qui amènerait à conclure qu'à l'époque de Josué, Haï n'existait pas. Alors, on a un problème à peu près semblable à celui de Jéricho dont on a parlé la dernière fois. Alors, différentes hypothèses ont été avancées. D'abord, il est intéressant de noter que Haï signifie donc la ruine, on en a parlé tout à l'heure, ce qui laisse supposer justement qu'à l'époque de la Bible, où ce site était connu sous cette désignation-là, ça voulait dire que ce site était resté très longtemps à l'état de ruine, puisqu'on continuait à l'appeler la ruine, hein, comme si on appelait justement aujourd'hui une ville, je ne sais pas moi, la ruine ou quelque chose comme ça. Bon. Des hypothèses. Alors, bien sûr, on a formulé des hypothèses qui vont de théories que messieurs Prieur et Mordillat n'auraient pas réfutées, mais qui auraient fait leur joie, au contraire, n'est-ce pas, sur laquelle c'est un récit étiologique qui est à dire légendaire, sans aucun fondement réel. Bon, le professeur Yadin et le professeur Albright avant lui avaient pensé bien sûr que, vu l'historicité du livre de Josué, démontrée par d'autres détails très importants comme ceux qu'on a vus la dernière fois, il était peu probable qu'il n'y ait pas quelque chose d'historique dans le récit de la prise de Haï. Un certain nombre donc de spécialistes à l'Albright justement ont pensé qu'il y avait eu une interversion entre Bethel et Haï, donc deux villes qui sont très proches géographiquement l'une de l'autre, et que le récit de Bethel, la prise de Bethel ne nous est pas donné dans le livre de Josué. Par contre, nous savons dans la liste des villes qui ont été prises par Josué à la fin du livre que Bethel faisait partie des villes qui ont été conquises par les Israélites. Alors, certains ont pensé que, finalement, il y avait une interversion entre le mot Haï et le mot Bethel dans le texte biblique. Bon, ça aussi, le professeur Yadin a pensé que c'était difficilement acceptable, vu justement le fait que la Bible fait quand même toujours la différence entre Bethel et Haï, et que Haï, justement, était une ville qui était connue sous ce nom Haï, donc la ruine. Bien. L'hypothèse qui a été avancée, qui semble la plus vraisemblable, c'est que, justement, comme le dit le récit biblique lui-même, Haï était à cette époque-là une petite ville qui devait compter à peu près 3000 habitants. Bon, petite, c'est quand même, si vous voulez, relativement petit et relativement grand, parce que finalement, Jérusalem de l'époque, Jébus, faisait 4000 habitants.
Donc, vous voyez, c'est une petite ville. Si on la compare à Hatzor, si on la compare même à Jéricho, mais finalement, c'est quand même une ville de quelque importance. C'est tellement d'importance d'ailleurs que Josué s'y est cassé les dents. Alors, ce qui semble probable, c'est que cette ville était en quelque sorte plus un campement qu'une ville, à l'époque qui nous intéresse. C'est-à-dire qu'elle était une espèce de camp militaire qui était donc organisé comme un camp militaire provisoire, c'est-à-dire qui avait essentiellement des fortifications en bois, hein, comme c'était justement quand on plantait un camp. Et un camp pouvait être relativement important quand même, et donc un camp militaire pouvait effectivement abriter une garnison de cette importance-là. Bon, peut-être que justement là, ceux qui ont Albright a en partie raison dans ce sens que il est possible que Haï était une dépendance de Bethel et que finalement l'essentiel de la population résidait à Bethel et que finalement Haï servait de poste avancé pour justement garantir les approches de Bethel quand on venait du désert. Hein. Et le fait que, s'il en était bien ainsi, la ville était relativement peu fortifiée, notamment des fortifications en bois relativement donc faciles à incendier, même si, bien sûr, elles étaient protégées aussi par des contre-escarpes qui en rendaient l'approche difficile. Hein, c'était le but. On voit ça, c'était un petit peu comme ça que les Romains faisaient aussi quand ils établissaient des camps. Et ce qui semblerait justement aller dans le sens de ce que nous dit le récit biblique, Josué n'éprouve pas le besoin de déplacer une partie importante de l'armée. Il pense justement que quelques milliers d'hommes suffiront pour s'emparer de la ville. Mais comme il s'agit en fait de guerriers aguerris qui sont là, qui organisent... ils sont là avec leur famille, donc c'est une ville aussi si on veut. Enfin, c'est une ville de garnison, si l'on peut dire, hein. Donc une ville où les habitants sont tous des hommes de guerre, finalement. Hein. Eh bien, finalement, les Israélites subissent une première défaite retentissante, une deuxième défaite qui ne l'est pas moins, et finalement, ils sont obligés, pour venir à bout de ce qu'ils pensaient être une noix facile à croquer, et finalement qui se révèle être au contraire un obstacle de taille, ils sont obligés d'employer la ruse. Même ruse que celle que l'on retrouve d'ailleurs à la fin du livre des Juges, dans la guerre des tribus d'Israël contre les Benjaminites après l'affaire de la concubine de Geva, justement, dans la fameuse ville de Geva, où avait lieu justement le crime. Et la ville de Geva est prise au moyen justement d'un même stratagème. Ce qui a permis d'ailleurs au professeur Gadin d'étudier attentivement les techniques de désinformation, de guerre psychologique, telles que justement on les trouve dans les armées modernes aussi, n'est-ce pas, ce qui montre que déjà toutes ces techniques de guerre psychologique étaient aussi employées dans l'Antiquité. Donc, si vous voulez, voilà pour ce qui concerne le problème de Haï, donc des premiers stades de la conquête du pays par Josué. Bien, nous passons maintenant à un nouveau chapitre qui est l'époque du fer. L'époque du fer est une période qui soulève de nombreux problèmes archéologiques, d'abord à cause du grand nombre des documents écrits qui sont en notre possession, et en particulier de la Bible. À partir de l'âge du fer, les données bibliques vont devenir de plus en plus précises, notamment en ce qui concerne la chronologie biblique. Ça veut dire que, si vous voulez, au-delà de l'âge du fer, la chronologie biblique est assez difficile à reconstruire. Par exemple, il nous est dit que les premiers rois d'Israël... par exemple, la durée du règne de Saül ne nous est pas donnée. Saül avait ans quand il commença à régner. Ça ne veut rien dire en hébreu. Là, il y a un texte manifestement qui est corrompu. Il manque quelque chose. Saül avait tant d'années. On ne sait pas quel âge il avait finalement. Bien. David et Salomon ont régné environ 40 ans. Environ, ça veut dire quoi? Ça veut dire 41 ans, ça veut dire 39 ans. D'autre part, on sait que David et Salomon ont
ont régné en même temps à la fin de la vie de David et au commencement du règne de Salomon. Les dernières années de la vie de David ont été les premières années du règne de Salomon. Donc il y a ce que l'on appelle un phénomène de corégence, ça veut dire que le père et le fils règnent en même temps. Donc si on ajoute 40 à 40, eh bien on se met dedans, quoi. Maintenant, combien de temps a duré la corégence entre David et Salomon? Ça aussi, la Bible ne le dit pas. Donc, si vous voulez, on a d'extrêmes difficultés à reconstituer une chronologie précise en ce qui concerne justement la période qui va au-delà de l'an 1000, grosso modo, si vous voulez, quoi. Bon, à partir du moment où nous avons les tableaux synoptiques qui nous sont donnés par les deux livres des rois en particulier, et puis aussi avec les livres des chroniques, nous allons affiner justement le problème de la chronologie. Bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des problèmes, ça ne veut pas dire qu'il soit extrêmement facile de repréciser d'une manière exacte la chronologie de cette période-là, mais on y arrive. Et aujourd'hui, on a à peu près justement éliminé tous les différents problèmes que ces tableaux synoptiques des règnes des rois d'Israël et des rois de Juda nous donnent. Donc, si vous voulez, après le schisme, on arrive à des choses très précises. Auparavant, donc, c'est beaucoup plus complexe. Donc, une des sources essentielles que nous allons avoir, une des sources écrites que nous allons avoir à cette période-là, c'est la Bible, justement. Et une des grandes difficultés avec laquelle l'archéologue se trouve confronté, c'est de faire coïncider justement les découvertes archéologiques avec le donné biblique. D'un côté, évidemment, c'est très riche parce que ça nous permet justement de préciser, de confirmer ce que la Bible nous dit, mais d'un autre côté, nous allons voir que c'est pas toujours facile de savoir qu'est-ce qui correspond à quoi, hein. Quelle est, par exemple, dans une stratigraphie telle que celle qu'on trouvera par exemple à Megiddo ou à Hatzor, quelle est la couche qui appartient à l'époque de David, quelle est la couche qui appartient à l'époque de Salomon. Bon, là, nous allons voir que, justement, il y a un certain nombre de données bibliques qui nous permettent d'éclairer ce problème. Mais au préalable, tant qu'on n'a pas fouillé à fond, c'est pas toujours facile d'arriver à des conclusions précises. Troisième difficulté de cette période, c'est que c'est une période extrêmement mouvementée, où donc se succèdent rapidement destruction et construction des différentes villes de cette époque. Si bien que, si vous voulez, dans la plupart des tels, il y a des problèmes de stratigraphie extrêmement importants, des strates qui se prolongent à certains endroits, qui s'interrompent à d'autres. Donc il s'agit de faire coïncider ces différentes strates, ce donné stratigraphique, non seulement avec le donné biblique, mais aussi avec le donné des autres sources écrites. Parce que l'époque qui nous intéresse est non seulement une époque qui est éclairée par la Bible, mais qui est aussi éclairée par des sources extérieures. À la fin de la période, en particulier, nous avons les sources assyro-babyloniennes. Un peu plus tôt, nous avons les sources égyptiennes. C'est la première fois, par exemple, que à cette période-là, on trouve la mention du nom d'Israël, vous savez, dans la fameuse stèle de Merneptah, XIIIe siècle avant Jésus-Christ. On trouve un certain nombre de documents aussi, alors là directement sur les sites eux-mêmes, n'est-ce pas, qui ne sont pas toujours faciles à interpréter. Nous aurons l'occasion, par exemple, de parler de documents tels que les lettres de Samarie, les lettres de Lachish, des correspondances aussi qu'on trouve à à Arad, par exemple, la correspondance d'un certain Eliashiv, etc. Bon, à quoi ça correspond, qu'est-ce que ça veut dire, bon, c'est pas toujours très facile de définir ces choses-là. Donc, si vous voulez, cette période est une période qui pose de très très nombreux problèmes. Bien. Âge du fer. Âge du fer, là, c'est donc une véritable révolution que la civilisation ancienne connaît à cette période-là. Une révolution qui ressemble à celle qui a eu lieu à la fin du 3e millénaire avant Jésus-Christ, au moment où on est entré dans l'âge des métaux, c'est-à-dire l'âge du bronze. Et l'âge du bronze qui a duré donc du 3e millénaire jusqu'à, ici, la fin du 2e millénaire avant Jésus-Christ. Bon. Le fer est un matériau qui finalement est connu depuis très longtemps.
Ce n'est pas vraiment une nouveauté à la période qui nous intéresse. Mais jusqu'alors, il ne va pas être exploité d'une manière intensive. Et cette exploitation intensive du fer va avoir lieu seulement, justement, 100 ans avant la période qui nous intéresse. Et donc c'est à la fin, pratiquement, de l'époque du bronze ancien en Israël qu'on commence à avoir un usage intensif du fer qui va commencer dans un certain nombre de pays bien précis. C'est-à-dire que les différents âges archéologiques diffèrent, bien entendu, d'un pays à l'autre, et nous allons voir même, éventuellement, d'une région à l'autre, dans un pays aussi petit que le pays d'Israël. Les deux principaux pays où apparaît le fer, c'est d'abord l'Égypte. À tout seigneur, tout honneur. Hein. L'Égypte est quand même le premier pays de la civilisation ancienne à cette période-là, donc c'est un peu normal que c'est là qu'on trouve justement l'apparition du fer. Mais très vite, l'Égypte va être éclipsée quant à la fabrication du fer par l'Asie mineure, c'est-à-dire essentiellement par l'Empire hittite. Et l'Empire hittite va se hausser justement pratiquement au même niveau que l'Égypte, jusqu'à en être le principal rival, hein, vous savez, à l'époque de Ramsès II en particulier, et notamment justement grâce à sa technologie de pointe, si l'on peut dire, et notamment grâce à l'invention du fer. En quoi justement la découverte du fer va-t-elle donner un avantage décisif à ceux qui vont l'exploiter justement sur une grande échelle ? Eh bien, ceci, c'est que le fer est un métal infiniment plus résistant que ne l'est le bronze. Le bronze est un matériau qui, pour être solide, est en tout cas cassant. Très fragile, relativement fragile en tout cas. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, les armes qui sont destinées au combat rapproché ne peuvent pas dépasser une certaine longueur. Et nous avons vu que jusqu'à la fin de l'époque du bronze récent, les épées, ce qu'on appelle des épées, hein, à cette époque-là, ne dépassent pas 50 cm de longueur. Ça veut dire se rattache plus à la dague qu'à l'épée proprement dite. Et ceci pour une bonne et simple raison, c'est que si on allonge plus qu'il ne se doit la taille d'une épée de bronze, dans un combat rapproché, elle va se casser. Elle va se casser. Évidemment, c'est très gênant quand on est au corps à corps avec un ennemi de voir son arme se casser brusquement. Autant dire que votre peau ne vaut plus très cher si votre épée se casse à ce moment-là. Donc justement, on évitait de construire des épées trop longues. Par contre, à partir du moment où on a un métal beaucoup plus résistant que ne l'est le bronze, qui est donc le fer, n'est-ce pas ? Là, alors, on peut se permettre d'avoir des armes beaucoup plus longues. Ce qui fait que, si vous voulez, en combat rapproché, à partir du moment où vous avez une arme qui fait, par exemple, je ne sais pas moi, 1 mètre de long, vous êtes avantagé par rapport à celui qui n'en a qu'une épée de 50 cm, parce que vous pouvez rester, si vous voulez, en combattant avec lui, hors de son champ d'action. Tandis que lui, au contraire, il va être handicapé par le fait, justement, qu'il ne peut pas vous atteindre, mais lui peut être atteint. Donc, si vous voulez, les guerriers hittites vont avoir un énorme avantage sur leurs adversaires. Bien. Donc, si vous voulez, l'Empire hittite est le premier endroit où naît, justement, la métallurgie du fer. Oui, à cette époque aussi, il y a un autre phénomène qui est à prendre en compte, c'est que les grands empires, c'est-à-dire l'Égypte et l'Empire hittite, ne parlons pas de la Mésopotamie, qui reste décadente, mis à part un certain nombre d'empires seconds, si l'on peut dire, qui naissent en Haute-Mésopotamie, notamment l'empire de Mitanni, hein, d'où sortiront justement les Hourites, les Hivites et autres populations qui vont justement venir s'établir un peu après cette période dans le pays d'Israël. Mais disons, le grand empire qui fait pendant à cette période-là à l'empire égyptien, c'est l'empire hittite.
capitale Borgoskoï, empire hittite dont on a mis en doute l'existence jusque dans les années 30 du siècle dernier, jusqu'au moment où justement les archéologues allemands ont découvert justement cet immense empire dont on ignorait toute l'histoire et dont seule la Bible avait gardé le souvenir. Là, par exemple, je fais une petite digression. J'épingle nos deux mousquetaires, là, Prieur et Mordillat, dans mon article aussi, en disant que, par exemple, ils nient que Paul soit né à Tarse parce que la Bible est le seul document à dire que Paul est né à Tarse. Donc c'est faux. Bon, c'était à peu près le raisonnement, justement, que tenaient les théologiens libéraux avant justement les découvertes de Borgoskoï. On disait la Bible est le seul document ancien à nous parler des Hittites, donc les Hittites n'existent pas, n'ont jamais existé. C'est une fiction que la Bible a inventée. Bon, aujourd'hui on sait que les Hittites ont bel et bien existé, qu'ils ont été justement ce grand empire qui a failli justement mettre à mal l'Égypte de Ramsès II en particulier. Bon. À la période qui nous intéresse, c'est-à-dire vers la fin du XIIIe siècle avant Jésus-Christ, aussi bien l'Égypte que l'Empire hittite connaissent une période de décadence. Une période de décadence qui n'est pas aussi dramatique et aussi grave, si vous voulez, que l'ont été les périodes de décadence qui ont marqué la transition entre l'époque du bronze ancien et du bronze moyen, puis l'époque du bronze moyen et du bronze récent, mais finalement qui est quand même une période de récession relative de ces deux grands empires. Les causes en sont toujours les mêmes, savoir justement la pression des Bédouins qui, profitant justement d'un relâchement des gouvernements centralisés égyptiens et hittites, pénètrent à l'intérieur des pays habités. Et en particulier l'Empire hittite. L'Empire hittite, le grand empire qui avait affronté Ramsès II, éclate, perd justement son centralisme et à ce grand empire centralisé se substituent un certain nombre de petits États que l'on appellera les États néo-hittites. Néo-hittites qui vont donc, à cause de leur division même, ne plus pouvoir présenter un danger véritable pour l'Empire égyptien. Donc à ce moment-là, les Hittites cessent d'être un danger pour les Égyptiens. En fin de compte, les empires néo-hittites sont eux-mêmes aux prises et sont neutralisés aussi par un autre adversaire qui est justement le royaume de Mitanni qui s'est créé à l'est de l'Asie mineure. Maintenant, les royaumes néo-hittites vont être menacés par un autre adversaire. Alors justement, nous sommes dans une position assez paradoxale parce que d'un côté, les royaumes néo-hittites ont hérité de cette métallurgie du fer qui, sur le plan militaire, devrait logiquement leur donner une supériorité sur leurs adversaires, mais en même temps, ils sont pressés à l'est par Mitanni et à l'ouest, justement, par les fameux peuples de la mer dont nous avons parlé la dernière fois. Peuples de la mer, donc venus de Grèce, des îles de l'Égée, de la Crète, etc., et qui, eux aussi, justement, vont d'abord pousser vers la côte ouest de l'Asie mineure. Et c'est tout le contexte de la légende de Troie. Hein. Là aussi, au XIXe siècle, un archéologue allemand du nom de Schliemann, qui était un passionné de la littérature homérique, de l'Iliade et de l'Odyssée, donc s'était persuadé que l'histoire de Troie n'était pas une légende, mais était véritablement quelque chose qui avait un noyau historique, et il s'était mis à la recherche des ruines de Troie. Tout le monde lui riait au nez, tout le monde pensait que c'était un joyeux farfelu, jusqu'au jour où, effectivement, il a trouvé sur la côte ouest de la Mésopotamie, sur les ruines de l'ancienne Troas de l'époque du Nouveau Testament, les ruines de la Troie homérique, la Troie classique, n'est-ce pas ? Bon, aujourd'hui, il semblerait que ces découvertes étaient moins importantes. La Troie de l'époque était moins importante que ce que Schliemann a voulu en dire. Mais enfin, il y a effectivement, au travers de la légende de Troie, telle que nous la rapporte l'Iliade essentiellement, il y a un noyau historique certain. Et aujourd'hui, la plupart des spécialistes, tels que Mme Truda Dotan, qui est la grande spécialiste de l'histoire des peuples de la mer, pensent que la légende de Troie, telle qu'elle nous est parvenue par l'intermédiaire des poèmes homériques,
est en fait un récit d'un épisode militaire qui a eu lieu au moment de la poussée vers l'est des peuples de la mer. Les peuples de la mer qui auraient été en fin de compte des Grecs. Donc là, les empires néo-hittites vont connaître à nouveau une décadence, coincés en sandwich, si j'ose dire, entre ces deux puissances, Mitanni à l'est et puis les peuples de la mer à l'ouest. Et les peuples de la mer vont s'installer, pour certains d'entre eux, dans la région. Il y a déjà une hellénisation, on peut dire, de la Turquie ancienne à partir de cette période, mais l'essentiel de ces peuples-là vont poursuivre leur poussée le long des côtes, la côte sud donc de l'Anatolie, si vous voulez, et puis de là ils arrivent évidemment dans la côte nord de la Syrie. Et là ils vont continuer à descendre vers le sud en suivant justement la côte. On a parlé la dernière fois des bas-reliefs de Médinet Abou, où le pharaon Ramsès III va se trouver confronté avec ces peuples de la mer. Nous avons vu justement que ces peuples de la mer, tels que nous les trouvons représentés sur les bas-reliefs du temple de Médinet Abou, sont équipés, d'abord de navires, mais aussi les armes de ces peuples de la mer sont très intéressantes. Ce sont des armes, pour ce qui est des épées notamment, qui sont des longues épées. Donc si ce sont des longues épées, nous pouvons conclure à coup sûr qu'il s'agissait d'épées de fer. Autrement, comme nous l'avons dit, elles auraient été cassantes. Ce qui veut dire que quelque part, dans leur pérégrination en Anatolie, au contact des Hittites, les peuples de la mer ont appris la métallurgie du fer. Et justement, le fait qu'ils possédaient cette métallurgie à une époque où quand même elle était moins développée en Égypte, et que notamment justement les armées égyptiennes n'étaient en général pas équipées d'armes de fer, a donné une supériorité certaine au peuple de la mer contre les armées de Ramsès III, si bien que Ramsès III a eu les plus grandes difficultés du monde à les repousser. Autre détail tout à fait intéressant qu'on trouve dans les bas-reliefs de Médinet Abou, c'est le fait que, on l'a vu la dernière fois, que les peuples de la mer envahissent l'Égypte d'une part par mer, à partir de navires, et puis aussi par terre, donc par ceux d'entre eux qui ont débarqué sur la côte de l'Anatolie et qui sont redescendus donc le long de la côte de la Syrie, du Liban, d'Israël moderne, jusque justement dans le delta, dans la côte nord du Sinaï et le delta du Nil. Ils sont arrivés dans le delta du Nil au moment où a lieu la fameuse bataille de Ramsès III. Ce qui est intéressant, c'est de noter que on voit d'une part des chars de combat philistins, chars de combat égyptiens et chars de combat qui appartiennent au peuple de la mer, donc aux Philistins. Les chars de combat égyptiens sont représentés minutieusement, ils correspondent exactement à ceux que l'on a trouvés dans les tombes des pharaons, notamment de Ramsès II, le char de Ramsès II. Et notamment, ce sont des chars légers, sur lesquels donc ne peuvent prendre place qu'un équipage de 2 hommes. Ce sont des chars aussi légers et relativement fragiles, dans ce sens que les roues sont des roues fragiles. Et on le sait parce qu'elles ont entre 4 et 6 essieux seulement. Or, justement, il est très intéressant de comparer les chars égyptiens tels qu'ils sont représentés sur les bas-reliefs de Médinet Abou et ceux qui sont les chars des peuples de la mer. Les chars des peuples de la mer sont nettement plus costauds que les chars égyptiens. D'abord, ils ont tous au moins 6 rayons aux roues. Des roues qui sont en même temps renforcées, ça veut dire que, non seulement, si vous voulez, la roue des chars égyptiens, c'est finalement rien d'autre que une branche d'arbre, si vous voulez, qui a été recouvrée, et qui est fixée sur un essieu, et puis finalement qui est rattachée à cet essieu par donc 6 ou 4 rayons. Alors vous comprenez que c'est quand même une roue relativement fragile. Alors justement, pour éviter qu'elle se casse, par exemple, si on franchit une pierre, ou bien une tranchée. Une tranchée peut aussi avoir un effet néfaste sur justement la stabilité de la roue.
les peuples de la mer avaient renforcé, si vous voulez, par une espèce de revêtement, pas de caoutchouc, le caoutchouc n'existe pas évidemment, mais si vous voulez, un renfort de bois comme ça, ou de métal aussi, justement puisqu'ils connaissaient le métal. Bien. Ce qui fait que le char, la roue du char hittite était, du char peuple de la mer, philistin si vous voulez, était beaucoup plus solide. Maintenant, le char était aussi beaucoup plus important. La plateforme était plus importante et les bas-reliefs nous montrent un équipage de 3 hommes au lieu de 2 hommes qu'il y avait sur le char égyptien. Et finalement, quand on compare le char des peuples de la mer avec le char hittite, nous nous rendons compte que c'est finalement une copie du char hittite. Les peuples de la mer ont non seulement copié les Hittites en ce sens qu'ils ont adopté la métallurgie du fer, mais ils ont aussi copié les Hittites pour ce qui est de la conception de leurs chars. Les chars hittites étaient supérieurs aux chars égyptiens déjà au moment de la bataille de Kadesh. C'était le même type que ceux qui sont représentés justement sur le temple de... Où c'était le temple de Ramsès II? Comment? Pour Kadesh, oui. Le Karnak, oui. Bon, on a le même type de char exactement, quoi. Troisième ressemblance entre les peuples de la mer et les Hittites, c'est qu'à côté des chars de combat sur lesquels sont représentés des guerriers, suivent à l'arrière-garde des espèces de tombereaux, si vous voulez, qui sont tirés par des bœufs. Et qui sont alors des espèces de wagons, si vous voulez, qui ont à peu près cette forme. Et puis alors ici, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont des roues pleines. Des roues en bois mais pleines, qui sont fixées ici par une espèce de... Vous avez, si vous voulez, la roue elle est comme ça. Vous avez l'essieu qui traverse ici comme ça. Voilà. L'autre côté. Et puis là, vous avez une cale, une cale qui empêche la roue de se déjanter en quelque sorte et de quitter l'essieu. Puis là, vous avez au-dessus le chariot comme ça. Or, là aussi, alors sont représentées dans ces chars de Médine Tabout 2 choses. D'une part, la logistique qui suit par ces espèces de chariots, mais aussi les femmes et les enfants. Et les femmes et les enfants sont représentés donc dans ces chariots-là, qui sont tirés par une paire de bœufs. Et ça nous montre que justement ces peuples de la mer étaient venus là pour s'établir. Ils venaient avec tous leurs biens qui étaient transportés justement sur ces chariots et qui, avec le but justement de s'installer dans la région. Maintenant, autre point intéressant, c'est que ce type de chariot, on le retrouvait à l'époque en Anatolie justement. Ça veut dire chez les Hittites. Et chose curieuse, chez les paysans turcs aujourd'hui, on retrouve le même type de chariot tiré par des bœufs. C'est une tradition qui date justement du XIIIe siècle avant Jésus-Christ et qui s'est transmise sans interruption jusqu'à nos jours. Donc nous avons ici la preuve absolument indiscutable de la thèse de Schliemann, à savoir que justement les Philistins et donc les peuples de la mer sont passés au préalable par l'Anatolie. Et là donc ils ont acquis ces techniques donc de la fabrication du char de combat, de la métallurgie du fer, ce qui leur a donné sur les populations avec lesquelles ils sont entrés en contact et avec lesquelles ils sont entrés en conflit, un avantage absolument certain. Autre aspect justement de ces peuples de la mer, la céramique. La céramique qui est quelque chose de tout à fait intéressant, dans ce sens que, à partir de cette période-là, la poterie mycénienne, la poterie d'importation, qui était si importante, nous l'avons vu, pour la datation de l'époque du bronze récent et par conséquent pour fixer l'époque de la conquête israélite, ce type de poterie disparaît. Et il est remplacé par un type de poterie, donc d'importation aussi, bien sûr, là on est toujours dans la poterie d'importation, je ne parle pas évidemment de la poterie locale, dont la tradition se continue. La poterie cananéenne continue à exister. Mais la poterie d'importation, en ce qui concerne les poteries mycéniennes de l'époque précédente, disparaissent
disparaissent enfin, pas entièrement, mais enfin, disons, en général, elles disparaissent. Et alors, on a l'apparition d'un type nouveau de poterie qu'on appelle post-mycénien. On a appelé d'abord post-mycénien. Et finalement, cette poterie post-mycénienne a fait problème. A fait problème dans ce sens qu'on s'est demandé quelle était l'origine de cette poterie parce que, pour post-mycénienne qu'elle soit, cette poterie, on la retrouve justement sur toutes les côtes du Levant et du sud de l'Anatolie. Ça veut dire justement dans toute la région qui a été suivie par les peuples de la mer, et évidemment, bien entendu, aussi dans les régions des îles, les îles de la Grèce, de l'Égée, et puis les côtes de la Grèce. Bon. En Israël, cette poterie se trouve exclusivement sur la côte, depuis donc le nord, depuis Akko, si vous voulez, et même au-delà, jusqu'à Gaza. Et on la retrouve aussi dans les plaines, ça veut dire dans la plaine d'Israël et dans la plaine de Beth-Shan, régions dont on sait qu'elles ont été également occupées à certaines époques, en tout cas par les Philistins. Nous avons un site très important dans cette période-là qui est Tel el-Kassilé. Tel el-Kassilé se trouve à l'embouchure du Yarkon, ça veut dire au nord de Tel Aviv, dans un quartier qu'on appelle Ramat Aviv aujourd'hui, et qui est situé très exactement à l'endroit où l'actuelle université de Tel Aviv et le musée Haaretz a été construit. Et cette ville de Tel el-Kassilé, du nom que les Arabes lui donnaient, est une ville qui n'a été identifiée avec aucune ville de l'époque biblique. Aucune ville qui est située dans la Bible, si bien qu'on continue à l'appeler aujourd'hui Tel el-Kassilé. Or, justement, cette ville n'a été occupée qu'à partir du XIIIe siècle avant Jésus-Christ et jusqu'à la fin de l'époque du fer 2, si vous voulez. Mais à l'époque, justement, la première époque de cette période, c'est-à-dire cette période où elle a été créée comme un port, justement, à l'entrée du Kishon, on trouve une abondance, justement, de cette fameuse poterie post-mycénienne. La conclusion de Mme Trouda Dotan, c'est que justement, on a affaire ici à la poterie philistine. En fin de compte, cette poterie post-mycénienne n'est pas vraiment une poterie post-mycénienne, mais c'est une poterie philistine. Donc nous savons exactement à quoi ressemblait la poterie philistine. Dernier point, n'est-ce pas, pour ce qui est de cette culture des peuples de la mer, ce sont des fouilles qui ont été réalisées, toujours par Mme Dotan, à Tel el-Balar. Tel el-Balar, c'est un site qui est situé au sud de la bande de Gaza, là où ça chauffe en ce moment pas mal. Et là, donc, on a découvert une ville de l'époque du fer 1, ce qu'on appellera le fer 1, on va en parler dans un instant. Et là, on a trouvé en particulier les traces d'un cimetière, d'un très grand cimetière. D'un cimetière où on a trouvé alors des sépultures tout à fait étonnantes, des sépultures qui sont d'abord des sépultures individuelles, donc des inhumations dans des tombes à peu près du type de celles qui sont utilisées de nos jours. Mais, si vous voulez, les corps étaient enterrés dans des sarcophages, et des sarcophages anthropoïdes. Qu'est-ce que c'est qu'un sarcophage anthropoïde ? C'est un petit peu un sarcophage sur le couvercle duquel sont représenté le corps du défunt. Si vous voulez, c'est typique des sarcophages égyptiens. Vous avez vu, par exemple, à l'exposition qui a eu lieu récemment, là, des représentations de sarcophages anthropoïdiques, ça veut dire avec le pharaon dans toute sa splendeur, vous savez, avec les bras croisés sur la poitrine et puis les insignes de son règne qu'il tient dans les deux mains, comme ça, n'est-ce pas ? Bon, ce sont des sarcophages de ce type. Seulement, si vous voulez, le problème, c'est que nous avons là affaire à des sarcophages anthropoïdes grotesques. Au lieu d'une représentation artistique, justement, du défunt, si on prend, par exemple, la représentation du sarcophage de Tutankhamon, c'est une splendeur, c'est un chef-d'œuvre artistique sans précédent, n'est-ce pas ? Tandis que là, les sarcophages que nous avons à Tel el-Balar sont une pâle imitation, si vous voulez, une grotesque au sens imitation, parce qu'il y a de quoi rire, n'est-ce pas ? Vous avez... Les sarcophages sont en fin de compte des tubes de terre cuite. C'est un tube de terre cuite, à peu près de cette forme-là.
Et là, vous avez donc une ouverture. Une ouverture par laquelle on introduisait le corps. C'est un peu comme si vous voulez, un sac de couchage, sarcophage aujourd'hui. C'est à peu près le même style. Et quand on avait mis le corps à l'intérieur du sarcophage, on plaçait ici une plaque sur laquelle justement était représenté le défunt. Alors le défunt avec, justement, nous allons voir. Alors là, c'était vraiment grotesque, si vous voulez, c'était comme un enfant, avec des grands yeux comme ça, en général. Un grand nez. Bon, pourquoi un grand nez? Bien parce que, si vous voulez, on a dans la tradition biblique une bouche comme ça. Dans la tradition biblique, l'idée que le nez est le siège du souffle vital. Vous savez, Dieu souffla dans les narines d'Adam un souffle de vie. Et ça veut dire que dans ces civilisations-là, plus on avait un long nez, plus on avait de chances de vivre vieux, parce que ça voulait dire que le souffle vital. Bon. Alors justement, on essaie de, même ceux qui avaient certainement un petit nez, on leur rallongeait un petit peu. Bon. Et puis alors ici, vous avez, alors, comme dans les sarcophages égyptiens, vous avez les bras du défunt qui se croisent, mais à peu près comme ça, quoi. Donc ça fait vraiment ridicule, ça fait vraiment grotesque. Bon. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on trouve 5 types de sarcophages différents de ce type-là. Ça veut dire que vous avez soit, justement, enfin, si vous voulez, c'est au niveau, la différence, c'est au niveau de la coiffure de ceux qui sont enterrés, justement, dans ces sarcophages. Soit vous avez, justement, une espèce de diadème comme ça, hein. Soit vous avez alors le fameux casque plat avec des cornes. Bref, vous retrouvez exactement ici les 5 types de coiffures différents qui sont représentés par Ramsès III sur les temples de Médine Tabou en ce qui concerne les peuples de la mer. Les peuples de la mer étaient 5 peuples, dont les Palousim, les Sardanim, j'ai oublié les autres, mais Palousim, évidemment, c'est la même racine que Pléchet, en hébreu, Plishti, Philistin. Bon. On sait d'après la Bible aussi que les Philistins étaient divisés en 5 tribus, 5 villes, hein, Gad, Ekron, Ashkelon, Ashdod et Gaza, bien sûr. Gaza. Bon. Bon, il semble bien que pour la Bible, Philistin, qui était certainement le peuple le plus important de ces 5 tribus, est devenu le nom général pour désigner l'ensemble des peuples de la mer. Mais les peuples de la mer eux-mêmes, n'est-ce pas, se définissaient vraisemblablement sous différentes dénominations. Bon. Et pour la Bible, le mot philistin non seulement s'applique à ces 5 peuples de la mer qui sont venus à cette période-là, mais aussi vraisemblablement à tous les peuples grecs. Philistin était pratiquement un synonyme de grec. Pourquoi? Parce que justement dans le livre de la Genèse, il est question des Philistins qui habitaient cette région-là, la région de Grar, à l'époque d'Abraham et à l'époque d'Isaac. Alors ça c'est pareil, messieurs Prière et Mordia, Fickenstein et autres, d'ailleurs Fickenstein le dit expressément, c'est vraiment un anachronisme. Ça montre que la Bible n'est pas un document historique fiable parce que les Philistins sont arrivés bien après cette période d'Abraham et d'Isaac, simplement justement à la fin du XIIIe siècle, à la fin du XIIIe siècle. Bon. Seulement, il y a un autre problème, c'est que l'on a découvert à Grave, justement, des restes de poterie grecque qui datent du XXe siècle avant Jésus-Christ. Ce qui veut dire qu'il y a eu dans cette région, il y a eu une implantation grecque. Et alors, justement, Madame de Tannes est arrivée à la conclusion que la Bible connaissait la présence de ces Européens, finalement, disons le mot, c'est des Européens. Ces Européens qui étaient venus s'établir depuis la plus haute Antiquité dans cette région du sud de la bande de Gaza de nos jours, si vous voulez, et leur avaient donné le nom qu'ensuite on leur donnait à l'époque où la Bible a été
a été compilé, donc ici, les Philistins. Et Philistin est donc dans la Bible un nom qui englobe tous les peuples de la mer, et non seulement tous les peuples de la mer, mais également tous les Grecs. Tous ceux qui venaient justement d'au-delà des mers, pour des îles, ce que la Bible appelle les îles. Les îles, c'est ce que nous appelons la Grèce. C'est non seulement les îles de l'Égée, non seulement la Crète, Chypre et les grandes îles qu'il y a en Méditerranée, mais ce sont aussi les côtes de Méditerranée, justement la région mycène, la presqu'île du Péloponnèse. Tout ça, c'est ce que les Hébreux appelaient les îles. Et les habitants des îles, ce sont les Philistins. Alors les Philistins qui sont venus ensuite, évidemment, s'installer sur les côtes, depuis Gaza, jusqu'au nord de la côte syrienne. Dans la première période, les peuples de la mer habitaient jusque-là. Et par exemple, on a parlé la dernière fois du voyage de Vénamon, ministre du Pharaon, qui avait été envoyé à Gval pour acheter du bois, du bois de cèdre, dont les Égyptiens avaient besoin, puisqu'il n'y a pas de forêt, bien sûr, en Égypte, donc ils étaient dépendants depuis la plus haute antiquité des forêts du Liban. Et ce Vénamon qui arrive avec des bateaux pour transporter le bois, se fait rembarrer partout où il passe, parce que justement, les alliés traditionnels de l'Égypte ont été remplacés par des peuples qui lui sont hostiles maintenant, et qui sont justement les Philistins. Ça veut dire qu'à cette période, si vous voulez, le monopole de navigation, qui avait été, à l'époque précédente, celui d'une association entre les Égyptiens et les Phéniciens. Les Phéniciens et les Égyptiens s'étaient partagé le monopole de la navigation en Méditerranée. Et puis aussi, bien entendu, en mer Rouge. Déjà à l'époque d'Hatshepsut, donc, il y a une navigation qui se fait en direction de la mer Rouge et de l'océan Indien, vraisemblablement au moins jusqu'aux environs de l'Ouganda, peut-être même après. Bon, les Phéniciens faisaient régulièrement le tour de l'Afrique à la fois par la Méditerranée, le détroit de Gibraltar, et remontaient donc par la mer Rouge, ou au contraire, partant justement de la mer Rouge, ils faisaient le tour de l'Afrique par le sens inverse, remontant par Gibraltar. 15e siècle avant Jésus-Christ, une autre puissance maritime, une autre thalassocratie, comme on l'appelle, va rivaliser avec l'association des Égyptiens et des Phéniciens, c'est justement les Grecs. Enfin, les Grecs, disons, on ne peut pas encore parler de Grecs à cette période-là, au sens, on en parlera dans la Grèce classique, mais disons les peuples qui habitaient toutes ces régions-là et qui commencent justement à avoir une politique maritime extrêmement agressive. Ce d'autant que justement, comme vient de le montrer une découverte récente, et ça c'est des documents tout à fait récents que j'ai eus cette semaine simplement, vous voyez, c'est tout à fait nouveau, on est arrivé à la conclusion que les Égyptiens et les Phéniciens donc, avaient établi des comptoirs un peu partout déjà sur la Méditerranée, donc jusqu'en Espagne, la fameuse Tarshish. Et là, donc, il y avait eu une espèce d'osmose entre les différents peuples marins qui avaient donc sillonné les mers à cette période-là. Notamment, justement, on avait vu se créer, à partir de cette période, des guildes d'artisans spécialistes des constructions navales, qui n'appartenaient finalement à aucune nationalité, mais qui avaient recueilli justement partout où ils passaient, dans toutes les thalassocraties, les meilleurs secrets de construction navale. Et notamment, il y a quelques années de cela, on vient de redécouvrir au large de Magan Michael, ça veut dire, si vous voulez, à 35 km au nord de Haïfa à peu près, à 70 mètres du rivage, un navire qui avait coulé là. Ce navire avait été préservé dans des conditions assez exceptionnelles parce que, il était dans un courant, si vous voulez, qui venait d'une île et qui apportait du sable. Donc, peu après le naufrage, le navire a été ensablé. Et par conséquent, cette carapace de sable qui l'a enfermé après son naufrage a fait qu'il a été préservé de la corrosion, enfin, etc. Et au moment de la construction du port d'Ashdod dans les années 60, au moment où Israël a construit un énorme brise-lames pour former le port d'Ashdod sur le long de cette côte qui est extrêmement rectiligne, si vous voulez, le courant a été détourné. Et par conséquent, l'ensablement de toute cette région qui venait des sables qui venaient de la région du Nil, du delta du Nil, donc a été détourné beaucoup plus au nord.
Et à l'occasion justement de tempêtes, etc., ce bateau a émergé du sable. Bon, il a fallu des années et des années de travail pour le dégager de sa gangue de sable et le ramener maintenant dans le musée maritime de Haïfa où il est maintenant exposé. Et alors, ce qui a été tout à fait intéressant de constater, c'est que ce bateau était un véritable chef-d'œuvre d'architecture navale. Bon, c'est un bateau qui date du 5e, 4e siècle avant Jésus-Christ, difficile de le dater avec plus de précision, mais enfin qui était la quintessence finalement de toute une tradition de construction navale dont on retrouve des traces dans d'autres épaves qu'on a trouvées, par exemple, justement au large de la Grèce, au large de Marseille. On a trouvé le même type de navire. On trouve des navires de ce type-là au-delà aussi du détroit de Gibraltar, sur les côtes, sur les côtes, par exemple, de l'Atlantique, du nord de l'Espagne, Portugal, etc. Et donc, les représentations aussi de navires que l'on a justement depuis, par exemple, l'époque des Philistins, l'époque d'Hatshepsut, etc. On a des représentations sur, par exemple, la Médinat Abou, mais aussi sur des tombes, des bas-reliefs et des choses comme ça. Et on se rend compte justement que les architectes navals avaient récupéré des secrets de construction navale en allant justement un peu partout où les navires étaient construits. Et à partir justement de la période qui nous intéresse, c'est-à-dire à la fin du bronze récent, il semble qu'il y ait eu, notamment à partir des îles telles que Chypre, qui a été le grand centre de la construction navale ancienne, des points d'où partaient des espèces d'artisans nomades qui étaient internationaux, des ligues, des guildes de fabricants de bateaux, qui se rendaient un peu partout où on les demandait pour construire des bateaux. Alors ils les faisait venir. Ils pouvaient aussi bien construire un bateau en Égypte, le lendemain ils construisaient un bateau en Phénicie, ensuite ils construisaient un bateau à Mycène, ils construisaient un bateau en Anatolie, etc. Et ça c'était le même type de bateau partout. Pourquoi ? Parce que justement ils étaient les seuls à avoir ces secrets-là. Et donc ici, à la fin de cette période-là, à cause justement de cette osmose, de cette espèce de mobilité des techniques de construction navale qui font que tous les bateaux, finalement, à partir de cette période, sont construits sur le même modèle, par les mêmes traditions de construction, il y a justement un affrontement entre les Égyptiens et les Phéniciens, et puis justement les thalassocraties crétoises, mycéniennes et cypriotes. Et finalement, les thalassocraties disons, européennes, disons, on ne va pas les appeler grecques, surtout que les Crétois n'étaient pas vraiment des Grecs, vont finalement supplanter les Égyptiens et les Phéniciens à cette période-là où, justement, l'Égypte en particulier connaît une période de déclin, nous l'avons vu tout à l'heure. Si bien que là, nous allons avoir l'apparition, justement, d'une nouvelle donne, si bien que les Phéniciens connaissent aussi un déclin extraordinaire. Ils perdent le monopole du commerce maritime qui avait été leur spécialité depuis l'époque du Bronze Ancien, ça veut dire depuis l'époque de l'ancien empire égyptien, l'époque des pyramides. Et ils ne retrouveront justement ce monopole qu'à l'époque de David et de Salomon, quand il y aura justement révolte des Tyriens contre justement la thalassocratie philistine, et en même temps intérêts qui coïncideront avec ceux d'Israël, avec ceux de David en particulier. On sait justement que les Philistins seront le principal adversaire des Israélites jusqu'à l'époque de David, et seul David arrivera justement à dominer les Philistins. Et alors justement, les Tyriens et les Phéniciens vont profiter de cette mainmise de David sur les Philistins pour reprendre le monopole du commerce qu'ils avaient perdu au moment de l'arrivée des Philistins. Or, justement, à la période qui nous intéresse, les Philistins, ou les peuples de la mer, disons, remontent jusqu'en Anatolie, depuis Gaza, depuis les frontières de l'Égypte, jusqu'en Anatolie. Ça veut dire que là, ils ont absolument le monopole du commerce maritime. Donc c'est la grande époque d'expansion là, de Mycène, si vous voulez, enfin de la Grèce en ce qui concerne le commerce maritime. Alors voilà, si vous voulez, en gros, ce que... Alors oui, dernier point, justement, pour revenir à nos fameux sarcophages ici, c'est qu'il y avait à cette période-là
Donc, 5 peuples de la mer qui s'étaient échelonnés donc, le long de cette côte. Les Philistins étaient certainement ceux qui occupaient la région sud, et leur frontière nord devait être justement Tel Aviv, Tel El-Kassilé, dont nous parlions tout à l'heure. Au-delà, donc, il y a des peuples qui ont ensuite été beaucoup plus rapidement balayés, parce qu'ils étaient certainement moins puissants, et leurs survivants se sont réfugiés justement dans cette bande de Gaza. Finalement, c'était une espèce de bande de Gaza plus importante encore qu'elle ne l'est aujourd'hui. La bande de Gaza a toujours été une épine dans la chair du peuple d'Israël jusqu'à nos jours. Vous voyez, l'histoire se répète à ce niveau-là, quoi. Même chose à l'époque des croisés d'ailleurs. La principauté d'Ashkelon était aussi quelque chose qui était sans cesse susceptible d'être mis en question, parce qu'on était directement en contact avec l'Égypte des Mamelouks. Voilà. Donc, si vous voulez, ici, alors ça nous prouve quoi, ces sarcophages anthropoïdes, que justement les Philistins ou les peuples de la mer ont failli pénétrer en Égypte, comme on le sait par les archives de Ramsès III. Et Ramsès III a réussi, au moment de cette fameuse bataille du Delta, à rejeter les peuples de la mer au nord. Mais pour ce faire, il a dû abandonner l'empire égyptien. L'empire des pharaons, des grands pharaons, des Thoutmès, des Ramsès, etc., s'achève à ce moment-là. Bon. De facto, pas de juré. De juré, les Philistins, les peuples de la mer, sont vassaux des Égyptiens. Mais dans les faits, ce n'est plus vrai. Les Égyptiens sont dominés par les Philistins. Mais les Égyptiens ont caressé le rêve qui a été celui des Hyksos en son temps de s'emparer de l'Égypte. Et ils ont été à 2 doigts de réussir, en fin de compte. Et c'est la raison pour laquelle ils se sont quelque peu égyptianisés. Mal égyptianisés. Ça montre que leur occupation d'Égypte a été très courte, mais ils ont au moins récupéré les techniques, si vous voulez, de fabrication des sarcophages anthropoïdes, et les sépultures de type égyptien. Voilà, si vous voulez, la seule contribution, finalement, la seule contribution que les Philistins ont rapportée, justement, de leur court séjour en Égypte. Mais, si vous voulez, le fait qu'à partir de l'invasion des peuples de la mer, le pays d'Israël, le pays de Canaan, a cessé d'être en fin de compte une province égyptienne, a facilité la conquête israélite d'une part, et l'a compliqué aussi, comme on le voit à la fin du livre des Juges, dans ce sens que les Israélites n'ont pas pu occuper la partie des côtes et la partie des plaines qui en fin de compte était occupée par une alliance qui s'est créée à partir de la période des Juges entre les Israélites et entre les Philistins et les Cananéens contre les Israélites. Bien. Voilà, donc si vous voulez, en gros, ce qui concerne ces fameux peuples de la mer. Bien, est-ce que vous avez des questions à poser là-dessus? Il y a encore après des pôles d'occupation égyptienne dans le nord d'Israël. Ah oui, il y avait encore. Ah oui, il y avait encore. Oui. C'est une espèce en principe, ils étaient. Les Philistins et les Égyptiens étaient alliés, quoi. En principe. Mais bon, c'était plus théorique que réel, quoi. Bien, on s'en tient ça pour ce soir.